Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire de ce journal. Déjà 50 ans que l'université d'Abomey-Calavi forme les étudiants. Quel est donc l'impact des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin? On en parle dans cette édition. Les supports CD et DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. La faute à la dématérialisation des supports. Et puis la valorisation des plantes aromatiques, des feuilles traditionnelles pour en faire du thé est une mission que se sont assignés certains jeunes entrepreneurs béninois. À suivre les explications des promoteurs. L'université d'Abomey-Calavi fête cette année ses 50 ans d'existence, un événement important dans la vie de la plus vieille université du Bénin. Après 50 années de formation et de recherche, cette célébration du cinquantenaire est l'occasion de faire un bilan à mi-parcours et également de se demander quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin. Pour mieux en savoir, Patrick Adjagbojou a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Les précisions, c'est dans ce reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. À quand remonte l'achat des supports CD et DVD? La dernière fois, après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger de disparition? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage. Les CD et DVD
des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des disques durs, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais c'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Et pour prévenir certaines maladies comme l'hypertension artérielle, il est souvent conseillé de faire des infusions et justement certains jeunes béninois innovent dans le secteur en mettant sur le marché une gamme d'infusions fabriquées au Bénin. De quoi s'agit-il réellement et comment les consommateurs l'apprécient-ils? Explication. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé après le repas par exemple. On a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps. Il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge par exemple,
vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. Hors du Bénin, la Banque mondiale a accordé un montant de 60 millions de dollars, soit environ 36 milliards de francs CFA pour aider les pays d'Afrique à renforcer la résilience de l'agriculture locale face aux menaces liées au changement climatique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements de l'institution mondiale prise lors du sommet Action Climat organisé par les Nations Unies en 2019, lesquels engagements promettaient de soutenir l'Afrique à travers la recherche sur la sécurité alimentaire basée sur les technologies agricoles climato-intelligentes. L'enjeu ici est de faire bénéficier aux agriculteurs et éleveurs des techniques innovantes pour mieux anticiper les événements climatiques et réduire leurs effets sur le rendement. Ce projet à caractère régional va concerner prioritairement 6 pays du continent, à savoir le Sénégal, le Ghana, le Mali, l'Éthiopie, le Kenya et la Zambie. Allons maintenant en Centrafrique, à Bangui. Des apprentis réalisateurs sont bien destinés à se faire une place dans l'industrie du 7e art. Malgré les difficultés, ils réalisent des films très prometteurs. Action! Derrière la caméra, Rafiki Fariala, 23 ans. Un jeune réalisateur qui tourne chaque semaine des scènes de vie d'étudiants sur ce campus de Bangui. On doit vraiment voir l'émotion. Quelle émotion est-ce que dégage le personnage principal pendant que son ami Aaron est en train de partir, il est en train de quitter la chambre. L'émotion d'une génération de jeunes à l'avenir incertain dans un pays encore dévasté par la guerre civile. Un docu-fiction dans lequel Rafiki tente de raconter le quotidien d'une jeunesse désabusée. Beaucoup font des études, ils arrivent à avoir la licence, mais le diplôme de la licence ne sert presque à rien. Il y a certains qui sont devenus des pousseurs et d'autres qui ne font presque, ils sont des chômeurs. Pour tourner son film, Rafiki a obtenu une aide du Centre national pour le cinéma français. Ces films ne lui permettent pas encore de gagner sa vie. Alors il jongle entre sa passion du 7e art et son travail d'enseignant dans ce collège de Bangui. J'adore les jeunes parce qu'ils sont très cool avec moi, mais ce que j'aime beaucoup plus faire, c'est le cinéma. Alors je rêve qu'un jour, je vais vivre de mon cinéma. À la sortie des classes, le soir venu, le jeune réalisateur a rendez-vous avec son producteur, Boris Lochkin. On va voir tes rushs ? Oui, allez. Boris est le réalisateur du film Camille sur la photojournaliste Camille Lepage, décédée en Centrafrique pendant la guerre civile. Allez, fais voir le plan derrière son doigt. Le réalisateur est aujourd'hui de passage à Bangui où il forme depuis 2017 la nouvelle garde des cinéastes centrafricains. Des débutants qui doivent apprendre à tourner leurs films avec le minimum de moyens. C'est vrai qu'avec une petite caméra et un bon ordinateur et un peu de matériel son, on peut faire un film documentaire de très grande qualité qui va voyager dans le monde entier. Moi, je suis prêt à parier pour un film centrafricain à Cannes d'ici 2-3 ans. Un espoir pour le cinéma centrafricain qui organise cette année 2 festivals dédiés au 7e art. L'occasion pour le public de Bangui de voir des films sur grand écran dans un pays qui ne compte aucune salle de cinéma. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.